on vous le disait donc, et on le dit déjà depuis maintenant plusieurs jours, ces coups de pression de toutes parts donc pour qu'une rencontre se déroule entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Mais le patron du Kremlin, lui, intensifie ses frappes dans le Donbass, notamment, lieu stratégique de cette guerre. Et pour l'illustrer ce matin, vous allez voir ce reportage exceptionnel de nos envoyés spéciaux Charline Hurel et Axel Charles Messange sur le front. Ces soldats ukrainiens dans le Donbass qui subissent de plein fouet le harcèlement des drones, devenu, vous le savez maintenant, une arme redoutable dans cette guerre. Notre équipe a pu suivre une unité ukrainienne qui est chargée de ravitailler les combattants dans cette région au cœur du conflit. Ils seront en direct avec nous juste après ce document exceptionnel. Dans le Donbass, la marche est périlleuse, discrète, pour rejoindre une position ukrainienne, l'une des plus proches des Russes, à 3 km. Nous sommes au cœur de la bataille des drones. Obligation de porter ses marquages verts, celui des Ukrainiens, pour être identifié. Bonjour, moi c'est Charline. Bien Charline. Demian, Oni et Tsekada vivent ici. C'est une unité de drones. Ils ont moins de 25 ans. Oui, c'est notre lieu de travail. Et maintenant, on doit attendre 5 à 10 minutes. Car la zone est repérée par les Russes, surveillée par leurs drones. Début de la mission. À peine sorti, le bruit d'un drone kamikaze russe. Ça va exploser et ensuite on court faire la mission. Il rôde, fonce vers les soldats. Tout le monde va bien? Il faut à tout prix accomplir la mission. Marcher, tapis sous les arbres, les drones kamikazes harcèlent les soldats. Ils portent une charge explosive, se jettent sur leur cible pour la détruire. Un autre nous repère. Plus aucun mouvement. Le drone s'en va. Il faut faire vite. Leur mission, remplir ce robot terrestre de matériel. C'est quasiment impossible d'aller apporter des munitions ou de la nourriture. C'est pour ça qu'ils utilisent des drones terrestres pour amener tout cela aux soldats qui sont un peu plus en avance sur les positions. Mais aucun répit pour les soldats. Allez vous cacher. Le drone nous cherche. Semble passer. Par chance, il explose à côté. Ce refuge de fortune nous protège des éclats. C'est bon, on est sain et sauf. Le robot terrestre est prêt. La mission commence pour lui. Téléguidé par Demian dans l'abri pour l'emmener à quelques centaines de mètres où combattent d'autres unités ukrainiennes. À tout moment, les Russes peuvent lancer un drone contre notre robot. Sans ce robot, les Ukrainiens ne peuvent pas recevoir de munitions. Mission réussie, les soldats récupèrent leurs colis. Une opération faite plusieurs fois par jour. L'unité reste terrée ici pendant plusieurs semaines. La mort y est omniprésente. Les gestes simples, essentiels pour tenir. J'aime bien cuisiner moi-même et je tente de ne pas me laisser aller. Seules les souris acceptent de rester ici. Tsekada préfère en rire. Dans chaque regard, l'épuisement. Mais abandonner le Donbass, c'est inimaginable. Eux se sentent loin des négociations. Il n'y aura jamais de paix ici. Ils continueront d'avancer, ils ne s'arrêteront pas. On espère que la paix viendra, mais qu'elle sera à notre avantage.
Au milieu de la nuit, bombardement massif. Les Russes avancent vers la position. On doit rester caché ici. On espère que ça ira. Et qu'ils nous rateront. Quelques heures après, les soldats décident de nous évacuer. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Nous devons marcher plusieurs centaines de mètres dans la forêt pour ne pas être vus. Courir sur les routes à découvert. Rejoindre un premier abri. Encore un drone kamikaze russe. Les soldats l'abattent. On bouge, on bouge. Puis courir vers ce nouveau refuge sous les obus. Pour rejoindre la voiture qui nous attend. Bonjour. Bonjour. L'humour pour affronter la mort. Le véhicule roule sur une mine. Aucune blessure grâce au blindage. La roue, elle, a explosé. Enfin en sécurité. Effroi dans chaque regard. Le soulagement aussi du retour à la vie. Voilà pour ce reportage assez exceptionnel qui nous montre la réalité vraiment du terrain. Charline et Axel qui sont avec nous d'ailleurs en direct. Et juste avant de venir vers vous, Charline, et d'abord de vous féliciter, bravo à tous les deux vraiment pour ce travail remarquable. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de table en plateau pour vos réactions quand même face à ces images et ce sujet. Nadezhda. Je suis vraiment émue et je remercie Charline et votre caméraman parce que c'est un courage de journalistes. Pour moi, ils sont vraiment des héros. Oui. Ce que je sens vers des Français qui sont là pour dire la vérité. Il faut toujours répéter. Ils disent la vérité. La vérité coûte cher. Il coûte les vies humaines. Deuxième sentiment que je regarde, c'est ces jeunes hommes courageux ukrainiens. 25 ans, Et ils défendent leur terre. Ils veulent rien. Ils veulent que le monde russe le laisse tranquille parce que leur famille, leur mère, leurs enfants, ils n'ont pas choisi ce chemin parce que je sais que je regarde parfois je suis inscrit sur le page qui est décédé, qui est tué. Vous savez, c'est toujours des gens de bonnes professions, de bons parcours. Ils sont spécialistes, ils sont médecins, ils sont enseignants. Ça veut dire que c'est les gens qui sont obligés de défendre leur terre au lieu de faire leur travail ordinaire comme nous chaque jour. Et c'est vraiment, pour moi, je me sens vraiment fautif que moi, comme défenseuse des droits de l'homme, j'ai échoué et maintenant ces gens au lieu de moi sur cette place. Écoutez, merci, je ne sais pas quoi dire. Je suis très impressionné par le courage de Charline et de son caméraman. Axel. Ils ont roulé sur une mine. Oui. Ça aurait pu dégénérer. Vous savez, les mines sont très puissantes. C'est des mines anti-chars, donc un véhicule qui roule sur ça, en général, c'est que les véhicules sont bien construits, mais on voit qu'un des soldats qui enlève son casque est en nage. Oui. Et Charline est épuisée aussi, on le voit. C'est voilà. Guy, votre sentiment? Oui, beaucoup d'admiration pour le courage de l'équipe. Juste une remarque technique. En fait, ils sont protégés par la végétation et par le feuillage. Et dans 2 ou 3 mois, ça va être tout différent. Quand les arbres vont perdre le feuille, ce sera beaucoup plus difficile parce que même les gestes relativement simples qu'ils ont faits sous couvert des arbres, ils ne pourront plus le faire. Notamment pour se protéger de ces drones kamikazes qui sont des armes redoutables et se cacher justement. On va en parler avec vous, Charline et Axel qui sont avec nous. Donc vous l'avez vu, évidemment, on vous refélicite, bravo en tout cas pour ce courage et pour ce travail. Et en effet, Charline, c'est vrai qu'Harold vient de le dire, on vous voit enlever vous aussi votre casque à la fin de ce reportage, soulagé comme les soldats, mais
épuisés. C'est vrai que ça fait plus de 3 ans quand même que vous menez des missions extrêmes en Russie. Comment vous l'avez vécu, cette mission périlleuse? Vous le dites dès le début d'ailleurs de votre reportage. Je crois qu'on le savait, qu'il y avait cette bataille des drones, mais la vivre de l'intérieur, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'on a fait plusieurs batailles depuis le début de la guerre, par exemple celle de Bakhmout, où on accédait dans la ville, on était parfois à 400 mètres des Russes, et nous pouvions y aller tout seuls, sans les unités militaires, parce que c'était une guerre d'artillerie. Là, désormais, vous le voyez, dès qu'on fait un pas à l'extérieur, malgré le fait qu'on soit protégé par la végétation, il y a tout de suite un drone kamikaze qui est autour de nous et qui harcèle les soldats, parce que c'est véritablement le mot. Donc c'est là où on voit que la guerre change complètement, et d'un point de vue stratégique aussi, c'est-à-dire aucun mouvement aujourd'hui ne peut être fait sans être remarqué. Ça va contre les principes même de la guerre, de l'art de la guerre, comme certains l'ont théorisé, c'est-à-dire de prendre par surprise. C'est désormais impossible. Voilà tout ce qui a changé dans cette guerre, et désormais on s'ouvre vers une guerre qui est complètement technologique, où chaque avancée se fait non plus semaine par semaine, mais jour par jour. C'est pour vous dire à quel point la guerre change. Charline, vous restez évidemment avec nous, et justement, je voudrais rebondir sur ce que vous dites avec le général Jean-Paul Perruche. On le voit dans ce reportage, général, à quel point ces drones kamikazes sont une arme redoutable, avec une guerre qui a changé avec cette arme, une guerre contemporaine, en fait, finalement, c'est ça? Salut moi-même aussi le courage et le professionnalisme de vos reporters. Là, c'est vraiment excellent ce qu'ils montrent, parce que c'est ce que vivent les soldats, et ce que l'on a vu dans une séquence filmée de 5 minutes. Il faut imaginer que c'est 24 heures par jour que les soldats vivent dans ces situations-là, et que c'est psychologiquement absolument épuisant. Alors effectivement, la guerre a changé de visage, de mode d'action, on devrait dire, à cause de l'apparition de ces drones en masse qui sont en eux-mêmes le facteur déterminant de tous les mouvements qui peuvent s'opérer. Premièrement, avant, on avait lorsque les combats se faisaient front contre front, vous avez des lignes de tranchées, et puis les gens essayent de sortir, de percer, etc. Tout ça, c'est fini, parce qu'on ne peut pas sortir des tranchées et se dévoiler sans être détruit. Donc ça montre l'importance du rapport de force en termes de drones entre les Ukrainiens et les Russes. Au départ, les Ukrainiens avaient l'avantage. Aujourd'hui, manifestement, les Russes en ont davantage. Et c'est le rapport de force dans ce secteur-là qui est plus ou moins conditionnant de la suite des combats. Je pense qu'il faut le noter et bien suivre ça. Et si on veut soutenir le juste combat des Ukrainiens, eh bien, il faut établir un rapport de force équivalent avec les Russes dans ce domaine-là. C'est une guerre psychologique aussi qui se joue là avec ces drones. C'est extrêmement oppressant en effet pour les soldats. Cette arme, elle est aussi destructrice physiquement, j'ai envie de dire, mais mentalement aussi. C'est ça c'est ce qu'on appelle la transparence du champ de bataille. J'ai servi dans les années 80 comme artilleur dans l'armée canadienne. On avait 6 obusiers et on les espaçait parce qu'on disait qu'à l'époque, on avait à peu près 10 à 20 minutes de survie sur le champ de bataille. Je parle fin des années 80, parce que les Russes avaient une capacité de contre-batterie qui était très efficace comparée à ce que nous, Canadiens, on pouvait faire. Aujourd'hui, c'est bien plus court que ça, si on veut avoir une unité d'artillerie qui tire à cause des drones. Et on parle des drones kamikazes, mais il y a tous les drones d'observation qui rendent le champ de bataille complètement transparent. Et ça, c'est une nouveauté. Et je pense qu'il y a de la pression psychologique sur les combattants. On veut rester en vie. Personne ne veut mourir sur le champ de bataille. Et donc, les entendre faire buzzer, comme on dit en anglais, au-dessus de nos têtes, on l'a vu très bien dans le reportage. Je pense que ça doit être terrible. Vous voyez qu'ils se jettent tout de suite dans les tranchées. Et justement, Charline, vous pouvez peut-être nous raconter ça, comment le vivent les soldats sur place, cette pression psychologique. Vous le montrez très bien dans ce reportage. À un moment où vous dites, le drone nous cherche. Et vous partez vous cacher. Psychologiquement, comment le vivent les soldats ukrainiens sur place? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à ça?
Alors vous le voyez, la première chose qui nous frappe, c'est que tout de suite, ils ressortent pour continuer la mission. Il faut à tout prix aller ravitailler les autres unités. Et c'est là qu'on voit que le groupe est important. Ils ont vraiment cette conscience que sans munitions, les autres unités ne peuvent pas tenir tout simplement les lignes de défense. Donc ils ressortent et en fait, le drone russe lui-même en fait comment on pourrait dire, une feinte et il revient. Et donc en fait, on voit que ces soldats sont habitués à la fois à avoir ce genre de choses. Et puis nous, il y a les petits moments qu'on capte derrière qu'on n'a pas forcément pu mettre dans le reportage, où on les voit souffler avec le regard dans le vide 2-3 secondes après, notamment le plus jeune qui avait 20 ans, trop jeune pour mourir. C'est véritablement la chose qu'on se dit. Ces soldats sont épuisés. Il est très clair. Il y a une ambivalence parce qu'à la fois, ils veulent continuer à se battre. Pour eux, c'est important. C'est la souveraineté de leur pays qui est attaquée. Ils ne veulent pas lâcher le Donbass, c'est très clair. En revanche, c'est absolument inhumain. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est l'enfer. La mort est omniprésente. C'est un euphémisme en réalité parce qu'ils le savent. Dès qu'ils mettent un pied dehors, ils peuvent mourir à chaque seconde. Je crois que c'est assez difficile de restituer par les mots leur état d'esprit, mais c'est évidemment, en fait, c'est inhumain. Je pense que c'est le mot qui compte. Le reportage le montre très bien, parle un peu de cette jeunesse fauchée, on peut le dire, parce que mourir, on se voit mourir dans des conditions atroces, il faut le dire, et puis psychologiquement, il faudra ensuite vivre, peut-être à l'après-guerre, après, parce qu'à un moment, on espère, en tout cas ça s'arrêtera, il faudra vivre avec tout ça, et ça ce sera pas évident, parce que être blessé psychologiquement, on le sait, c'est très dur pour des soldats de retour du front. Je veux juste rappeler que ces chocs, ces genres de traumatismes, c'est pas nouveau. Non. Que par la première fois que ça a été reconnu et nommé, les Britanniques l'ont appelé shell shock. Exactement. C'est-à-dire bien avant que quelqu'un pensait qu'un drone est possible, déjà l'artillerie a rendu les soldats fous, mais complètement fous. On voit, il y a des films, parce que le cinéma existait, il y a des photos, des images, des soldats qui tremblent, qui sortent des tranchées après des jours et des semaines de bombardements incessants, qui ont complètement détruit leur psyché. Donc je ne veux pas comparer, je voulais juste mettre en contexte. C'est une longue histoire de traumatisme. De traumatisme d'après-guerre. Ouais. Mais aussi, il y a une approche ukrainienne, comment gérer ce type de soldats rentrés, parce qu'un des effets de cette guerre de drones, c'est aussi l'attaque sur le psyché auditif. Oui. Parce que les gens, ils se souviennent, ces bruits, zzz, ils vivent avec cela. Et comme le sifflement des bombes pour d'autres guerres, la guerre en Irak, on sait très bien que certains ne supportent plus, par exemple, les feux d'artifice ou autres. C'est terrible. Et on parle des Ukrainiens, mais on pourra parler des jeunes Russes qui sont envoyés sur le front. Les Ukrainiens, ils s'occupent de ces soldats, ils les vérifient bien, tandis que Russes, oui, bien sûr. Vous voyez que... Alors, on parlait des évolutions technologiques. Il y a quand même aussi dans ce reportage quelque chose qu'on veut montrer, c'est ce robot terrestre qui est piloté. Ça aussi, ce sont des nouveautés pour acheminer des munitions. Général, là aussi c'est une évolution technologique. C'est assez impressionnant de pouvoir donc mettre en place ces robots qui vont amener et acheminer des vivres ou des munitions sur le front. Certains sont aussi armés d'ailleurs, ces robots terrestres. Ça aussi c'est une évolution technologique assez impressionnante. Oui, alors elle est en correspondance avec les drones aériens. On a même maintenant la capacité de faire la même chose sur Terre. Donc, de déplacer des robots comme ça, qui, surtout à des fins logistiques, permettent d'économiser des vies humaines pour les logisticiens qui avant étaient obligés de s'approcher du front pour apporter les munitions et les vivres aux combattants. Donc c'est un élément en plus de supériorité, j'allais dire, de disposer de drones comme ça. Ça a été évoqué par Charline tout à l'heure que ces drones peuvent être détruits eux aussi à tout moment par ces robots peuvent être détruits à tout moment par des drones et donc ce qu'il y a à l'intérieur à ce moment-là est détruit aussi, ce qui affaiblit les forces. C'est vraiment un mode de combat très différent qui apparaît ici. Faut
bien penser que vous avez évoqué tout à l'heure les aspects psychologiques, hein, les guerres de haute intensité, c'est toujours psychologiquement harassant et très difficile. C'est pour ça qu'on prévoit généralement des relèves des gens au bout de quelques jours, quelques semaines, ça dépend des circonstances. Mais on voit que grâce aux robots, eh bien, ça leur permet au moins d'économiser quelques vies humaines dans ces transports logistiques. D'économiser, mais en effet des soldats qui restent épuisés. Juste Charline, une dernière question. Ces soldats épuisés, vous nous le dites, vous nous les montrez, mais vous le dites en effet hors de question de lâcher le Donbass. Des soldats qui quand même malgré tout se sentent loin des négociations. C'est vrai que nous on en a beaucoup parlé ici, les grands de ce monde parlent de ces discussions, de ces négociations, de ces coups de pression. Ils ne se sentent pas concernés par ça, les soldats, c'est pas leur priorité évidemment. Oui, alors ils ont l'espoir, hein, évidemment, et l'espoir fait vivre. C'est d'ailleurs ce qui les fait tenir. En revanche, en fait, nous, quand on est arrivé sur la position, c'est la première chose qu'on leur demande. On en discute avec eux. Et puis, après plusieurs heures, on leur repose la question. Et puis, d'un coup, on se dit, mais en fait, cette question, elle est profondément à côté, parce que ce qu'ils vivent, ces bombardements incessants, c'est extrêmement loin des négociations. Donc, eux se sentent loin parce que déjà, ce qui s'y passe, eh bien, c'est très compliqué à gérer. Il y a quand même les revendications de Vladimir Poutine, le tapis rouge déroulé pour Vladimir Poutine dont on nous a parlé par Donald Trump à Anchorage. Tout cela, ce sont quand même des images qui marquent pour ces personnes qui se battent et qui affrontent la mort. Et puis ils se sentent loin parce que oui, il y a des discussions de paix qui sont en train de se faire. En revanche, eux se font attaquer quasiment, je sais pas, une dizaine, une trentaine de fois par jour. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont très loin. Cela, c'est pour l'état d'esprit de ces soldats, mais qui étaient assez honorés de savoir que leur quotidien allait être montré à la télévision. C'est une première chose que je voudrais vous dire. Et puis une deuxième chose quand même sur le travail d'Axel Charles Messens qui m'accompagne, parce que lui a braqué une caméra quasiment tout le temps, et c'est très difficile de braquer une caméra, de continuer à filmer, de bien filmer lorsqu'il y a des bombardements qui sont juste à 10 mètres. Et c'est aussi grâce à ces images que peut-être les téléspectateurs peuvent se rendre compte du quotidien de ces soldats. Un travail d'équipe, évidemment, Charline Hurel, Axel Charles Messens, bien sûr. Bravo à vous, à votre courage, et merci de nous permettre de voir en effet ce qui se passe, la réalité du terrain.